Bien, bienvenue dans cet atelier précarité énergétique. Alors, nous allons procéder donc en plusieurs temps. Déjà, on va vous présenter les indicateurs de cette fiche territoriale qui a été développée sur la plateforme Opter. Et puis, il y aura ensuite un temps de travail en 4 sous-groupes pour vous permettre de mieux vous approprier les indicateurs. Donc, je vous expliquerai tout ça, comment ça va se passer. Vous avez déjà dû recevoir quelques supports. Si vous avez le temps de regarder, vous devez savoir un petit peu de quoi il retourne. Et puis après, nous prendrons un petit temps de débriefing collectif. Voilà. Alors, dans un premier temps, donc Benjamin, je repasse la parole et la main pour déjà peut-être nous parler de la plateforme Opter. Alors oui, je partage. Hop. Oui, donc l'idée déjà, c'est alors ça va être de vous présenter les grandes fonctionnalités d'Opter et les données qu'on retrouve, pour ensuite faire un petit peu plus un focus sur une fonctionnalité en particulier qui s'appelle le module fiche territoriale. Et c'est via ce module-là que vous allez pouvoir consulter, analyser les données sur la précarité énergétique. Voilà. Alors, avant toute chose, on va débuter par une petite question. Voilà. Connaissez-vous Opter? Alors, pour répondre oui, vous levez la main, donc virtuellement, parce que sinon, on n'arrivera pas à compter, surtout si vous avez les caméras désactivées. Donc, pour lever la main virtuellement, il faut cliquer sur réaction et ensuite lever la main. Et puis, ça va nous permettre de faire un petit sondage rapide. Nous, derrière, on a l'information aussi de savoir combien de personnes ont levé la main. Et puis, ça va également me permettre de voir si je passe rapidement sur les fonctionnalités ou si je prends un petit peu plus de temps, même si le timing est limité. Hein. Pascal, je sais. Alors moi, je lèverai bien la main, mais comme je partage l'écran, je ne vois pas forcément le… Alors, on attend encore peut-être quelques secondes. On a 14 participants sur 26, donc la majorité. Ok, ça a l'air d'être à peu près stable. Donc voilà, c'est une petite majorité, je dirais 15, ça monte. Donc il y a quand même un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas forcément. Bon, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail. Justement, pour ces personnes qui ne connaissent pas, je peux les inviter à prendre contact avec nous. Et à ce moment-là, je pourrais notamment vous affecter des comptes d'accès et puis prévoir une formation comme je l'évoquais précédemment. Voilà, merci en tout cas pour la participation. Alors, la plateforme Opter, c'est à la fois les données produites dans le cadre de l'ORECA, données territoriales qui vont de la commune jusqu'à la région, avec la possibilité de basculer d'une échelle territoriale à une autre assez facilement, même très facilement, ce qui permet d'avoir une cohérence entre les niveaux d'échelle. En termes de données disponibles, vous allez retrouver donc un socle de données et d'indicateurs sur différentes thématiques, 4 grandes thématiques, climat, air, énergie et ce qu'on appelle contexte. Donc, toutes les données qui ne sont pas purement des données climat, air, énergie, mais qui permettent d'apporter de la plus-value dans l'analyse qu'on fera des différentes problématiques en lien, qui nous intéressent dans le cadre de l'Observatoire. En termes d'énergie, vous avez la possibilité d'accéder à toutes les données sur les productions et les puissances installées d'énergie renouvelable, sur les consommations énergétiques, sur les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Vous allez retrouver également des informations sur la facture énergétique territoriale. Donc, c'est une valorisation en euros des consommations énergétiques. Et puis, donc, depuis cette année, vous avez des indicateurs sur la précarité énergétique qui ont servi à construire la fiche qu'on va pouvoir étudier ensemble. D'autres indicateurs sur la partie air qui portent sur la qualité de l'air et sur les populations exposées. On est vraiment là sur les concentrations dans l'air. Est-ce que les populations respirent?
Et puis des données de contexte, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc c'est assez vaste et diversifié. Vous allez notamment retrouver dans la fiche précarité énergétique et on pourra voir ça tout à l'heure. L'objectif pour l'ORECA, c'est de proposer donc un socle de données avec des données évolutives dans le temps et pérennes, pour avoir vraiment la possibilité de visualiser dans le temps avec une trajectoire cohérente les différentes problématiques et différents phénomènes qu'on va étudier. Et puis, c'est également de proposer des nouveaux indicateurs qui vont en lien avec les nouveaux besoins que vous pouvez avoir. Et donc, c'est l'occasion pour nous, justement, dans le cadre des rencontres des partenaires, de pouvoir cibler les nouveaux besoins. Alors, Opter, c'est des données, mais c'est aussi un noyau de fonctionnalité. À l'image d'un couteau suisse, Opter, c'est un peu le couteau bourguignon-franc-comtois proposé par l'ORECA pour les différents acteurs territoriaux. Donc voilà une autre représentation de ces fonctionnalités. Vous voyez que c'est des fonctionnalités qui sont toutes en lien, donc les unes avec les autres. Au centre de ces fonctionnalités, on va retrouver la base de données que j'ai décrite précédemment. De cette base-là, vous allez avoir un module de téléchargement de données, un module d'import de vos propres données, un module de cartographie dynamique et de graphique dynamique, un module sur les fiches territoriales, on va y revenir un peu plus en détail par la suite, et un module aussi sur le suivi des objectifs, et puis après, des fonctionnalités plus avancées qui vous permettent d'aller loin dans la personnalisation de votre environnement en fonction des problématiques qui vous concernent le plus. Donc, ces modules-là permettent notamment de créer vos propres indicateurs, vos cartes, voire vos territoires personnalisés. Alors, je vais rebalayer un petit peu tout ça, mais assez rapidement, comme je vous le disais tout à l'heure. La cartographie dynamique, on pourrait l'assimiler à la lame de notre couteau. C'est vraiment un outil qui est central sur la plateforme, étant donné que c'est une plateforme qui a été construite initialement par des géographes. On retrouve cette empreinte-là très territoriale tout au long de la navigation sur la plateforme. Donc, vous avez la possibilité de voir un certain nombre d'indicateurs sous différentes formes de cartographie. Les graphiques dynamiques, c'est la petite lame du couteau, c'est ce qui permet également de représenter de la donnée, mais sous une autre forme. Et parfois, c'est plus parlant en fait d'utiliser des graphiques, comme c'est le cas notamment des graphiques d'évolution, pour pouvoir représenter et analyser l'évolution, par exemple, des consommations dans le temps. Le tire-bouchon, c'est le téléchargement de données. Vous allez tirer de la donnée directement de la base et aller vous servir vraiment avec l'ensemble des données qui sont mises à disposition. Donc, il vous suffit de sélectionner les données que vous voulez et vous pouvez ensuite les télécharger et les retraiter dans un autre environnement. Les productions personnalisées, c'est le tournevis. Vous allez pouvoir paramétrer votre environnement puisque vous pouvez créer vos propres indicateurs, vos propres cartes qui ensuite sont disponibles dans votre espace personnel, que vous allez aussi pouvoir suivre dans le temps. Le ciseau, c'est le territoire personnalisé, la création de territoire personnalisé. Vous pouvez redécouper votre territoire pour faire une analyse vraiment territoriale, spatiale, en mettant en avant tel ou tel territoire qui ont telle problématique et tel autre territoire qui vont être plutôt sur d'autres types de problématiques. On peut penser, par exemple, à un moment donné, à l'analyse en lien avec la précarité énergétique des ménages, en lien avec la mobilité ou avec le logement. Et si à un moment donné, on veut redécouper les choses pour aller plus loin dans l'analyse. Ensuite, le crochet, c'est l'import de données. Vous allez chercher de la donnée, peut-être de la donnée que vous produisez vous-même, ou de la donnée qui va provenir de d'autres organismes pour l'intégrer dans la base et bénéficier de l'ensemble des autres fonctionnalités d'Opter. Donc, ces données, elles restent dans un environnement totalement sécurisé pour vous, sur votre propre espace. Le dernier module qui a été mis sur Opter, c'est le module trajectoire et suivi des objectifs que j'ai représenté ici par la loupe. Ce module-là vous permet d'ajouter vos propres trajectoires et de les suivre dans le temps à travers un tableau de bord. À savoir qu'à terme, il y aura aussi, à titre indicatif, des trajectoires des objectifs SRADET déclinés aussi sur les territoires. Et donc, pour finir, le module fiche territoire qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui,
Celui-ci va rassembler un ensemble d'outils. Et au sein même d'un même environnement, vous allez pouvoir consulter de la cartographie dynamique, des cartes, pouvoir télécharger directement les données que vous consultez. Vous allez pouvoir aussi personnaliser cette fiche à terme si vous le souhaitez. Vous pouvez la faire évoluer aussi de votre côté. Et donc, ces fiches-là, ce module-là permet de la génération de fiches à la volée. Donc, c'est ce que vous pourrez voir avec la fiche précarité énergétique. Et donc, il suffit de choisir le territoire pour pouvoir reconstruire ensuite cette fiche-là, sachant qu'il y a plusieurs fiches proposées par l'Observatoire, déjà disponibles. Au total, avec la fiche précarité énergétique, vous avez 10 fiches de disponibles. C'est la liste que vous avez affichée ici. C'est des fiches qui ont été construites avec l'ensemble des partenaires de l'ORECA, donc les pilotes de l'ORECA, région, DREAL, ADEME, et puis également Alter et Atmo sur cette partie. Et donc, c'est dans cet environnement-là que vous allez pouvoir consulter la fiche précarité énergétique. Donc voilà, ça c'est le processus de création de cette fiche-là. Ça a débuté en 2020. Ça a commencé par un groupe de travail qui avait été fait sur la précarité énergétique. À l'issue de ce groupe-là, il y a eu toute la liste des indicateurs souhaités. Ensuite, parmi les partenaires de l'ORECA, on s'est réunis pour étudier chacun de ces indicateurs et voir ceux que l'on pouvait collecter, ceux qui ne pouvaient pas être construits, et puis faire vraiment la liste la plus complète possible pour créer cette fiche. Donc en 2020-2021, on a construit en fait cette fiche-là en allant chercher la donnée, en la traitant, en l'intégrant dans Opter, en créant aussi les illustrations et en produisant la fiche. Cette fiche est donc disponible sur Opter. On arrive dans la phase de valorisation et on va assez rapidement basculer sur la phase d'amélioration également, puisqu'on va avoir un certain nombre de remarques déjà aujourd'hui et puis par la suite également. Et on pourra donc partir dans le processus pour redéfinir la fiche, reconstruire et faire en sorte que la fiche réponde le plus possible aux besoins. Voilà l'environnement dans lequel vous pouvez consulter cette fiche-là. Ici, c'est le module, c'est le module fiche territoire. Vous choisissez le territoire que vous souhaitez, la fiche se génère automatiquement. Quand on mettra à jour les données, toutes les illustrations vont se mettre à jour aussi automatiquement. Vous aurez tout à l'heure, pour le travail qui est prévu, des fiches qui sont en statique, qui sont issues de l'export directement depuis Opter, mais vous pouvez aussi rester sur l'environnement d'Opter et bénéficier des possibilités d'interaction avec les cartes et les différentes illustrations. Voilà. Et puis donc, vous pouvez exporter ensuite la fiche au complet. Alors, sur les évolutions à venir, j'en ai parlé. On va mettre à jour, évidemment, les indicateurs qui ont été figés dans cette fiche-là. Maintenant, elle va vivre dans le temps. Le souhait de l'ORECA, c'est de proposer un outil qui soit vivant et pertinent pour les acteurs locaux. D'où la démarche qu'on a adoptée d'amélioration continue et de confronter aussi cette fiche-là à la réalité terrain. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir le maximum de retours et pouvoir proposer quelque chose qui soit vraiment pertinent. Voilà pour ma part. Et puis, Pascal, du coup, je te laisse la main sur la suite. À moins qu'il y ait des questions voilà, pour la bonne compréhension de ce que tu as présenté. Je n'ai pas vu de choses dans le chat. Donc, c'est que ça doit être clair. Donc, on vous propose, si c'est clair pour vous, on vous propose de vous dérouler cette vingtaine d'indicateurs que vous avez dans les fiches territoriales précarité énergétique. On va faire ça à 3 voix, comme ça sera un peu moins monotone. Voilà, pour que vous puissiez rentrer déjà dans les définitions en fait, ces indicateurs, les sources, les limites, comment bien déjà les comprendre et savoir comment les utiliser. Donc, on va faire ça à 3, donc Benjamin et moi, et puis Patrice Perron de la DREAL qui a bien voulu nous donner
un coup de main aussi pour cette présentation. Merci Patrice. Et puis, je vais d'ailleurs te passer la main puisqu'on va commencer. Donc, la présentation des indicateurs a été classée, on va dire, en 3 grands groupes, ce qu'on peut appeler les déterminants sociaux. Donc, on va plutôt déjà vous parler des ménages, ensuite le logement et ensuite la mobilité. Alors, Patrice, sur ce premier indicateur, active ton micro, Patrice, s'il te plaît. Je vais l'avoir mis avant, j'ai dû recliquer une deuxième fois. Pardon. Donc, quand on utilise le taux de pauvreté, on utilise le taux de pauvreté au sens de l'INSEE, sauf que les données philosophie ne sont pas disponibles à toute échelle de territoire. Et un des enjeux que l'on avait, c'était de pouvoir approcher la pauvreté, même si c'est de manière imparfaite, en pouvant faire des territoires que l'on peut agréger, que l'on peut bouger à la demande, sachant qu'il y a quand même un modèle de secrétisation qui existe sur Opter. Et donc, la source qui permettait de savoir, d'avoir des éléments là-dessus à un niveau suffisamment fin pour pouvoir travailler au niveau communal, c'était la source Philocom qui donne une pauvreté fiscale. Donc, on n'est pas sur la pauvreté au sens du niveau de vie habituel. On n'est pas non plus sur une pauvreté qui serait avant redistribution, hein, puisque c'est lié aux revenus que l'on déclare au niveau, lorsqu'on fait sa déclaration d'impôt. Et typiquement, on a une partie des revenus du patrimoine, mais on n'a pas tous les revenus du patrimoine. On a les cotisations qui se défalquent des salaires, pas totalement, mais on n'a pas les prestations sociales. Mais il n'empêche que les ménages qui sont là, qui sont sous le seuil de pauvreté fiscale, il y a de très fortes chances, vous verrez après, Pascal vous parlera du fait qu'on s'intéresse aux ménages qui sont parmi les 30% les moins aisés, les plus pauvres. Et donc, les ménages qui sont en situation de pauvreté fiscale, il y a de très, très fortes chances qu'ils soient aussi dans notre cible en termes de précarité énergétique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous précaires, mais ils ont de fortes chances qu'il y en ait un nombre relativement important. Donc, vous n'aurez pas de données s'il y a moins de 11 ménages, notamment quand vous avez des cartes qui descendent au niveau communal. Et ça permet effectivement de travailler sur le sujet. Pascal. Donc là, vous avez une carte qui vous montre notamment l'importance de la pauvreté sur le département de la Nièvre. Et puis, on a un certain nombre de poches au niveau EPCI où la pauvreté est relativement importante aussi. On n'est pas sur quelque chose qui est très, très, très divergent de ce que l'on observe quand on utilise la pauvreté INSEE. En revanche, le seuil de pauvreté que l'on a là, il est bien supérieur. On est plutôt autour de 16 contre 14 au niveau du seuil de pauvreté. C'est une autre représentation régionale. Donc, à chaque fois, on vous a mis en fait la définition de l'indicateur et puis les représentations que vous pouvez trouver dans la fiche voilà, qui est sur Opter. Donc là, c'est une représentation en évolution également. Donc, toujours sur les ménages. Benjamin, si tu veux prendre la suite. Oui, donc concernant cet indicateur-là qui est aussi dans le thème déterminants sociaux en lien avec les ménages, bon, je pense que c'est une donnée que vous avez déjà dû voir et déjà utiliser, donc qui concerne la structure familiale des ménages, avec une répartition en fait du nombre de ménages. Et là, pour le coup, ça peut être le pourcentage de ménages composé d'une personne, d'un couple sans enfant, d'un couple avec enfant, de famille monoparentale, de ménages autres sans famille. Donc, on va voir juste après le type de représentation. Ici, ça concerne la Bourgogne-Franche-Comté en pourcentage. Il faut savoir que ce graphique-là, qui figure donc dans la fiche précarité énergétique, c'est un graphique de comparaison. Donc ici, on est sur la Bourgogne-Franche-Comté, mais quand vous allez vous recentrer sur votre territoire, vous aurez aussi la comparaison avec le département d'appartenance de votre territoire et la région, ce qui permet de se situer et voir comment on est par rapport à une moyenne régionale ou départementale.
Ensuite, alors un autre indicateur qu'on voit assez fréquemment qui provient de l'INSEE, c'est le nombre de ménages par âge du référent. Donc c'est pareil, ça va permettre vraiment de situer votre territoire par rapport à la moyenne qu'on peut avoir départementale ou régionale par classe d'âge et voir si on a plutôt une population qui est plus vieillissante que la moyenne régionale, ce qui peut expliquer aussi un certain nombre de choses. Ou est-ce qu'on retrouve plutôt une partie plus jeune en fait qu'une moyenne régionale. Donc là-dessus, vous allez retrouver sur la fiche ce type de représentation-là, sous forme de graphique classique, je dirais, et donc en pourcentage. Ensuite, alors, toujours pareil, hein, on est sur des grands indicateurs que vous connaissez certainement qui proviennent de l'INSEE, mais qu'on a remis sur la plateforme justement pour que vous ayez tout sous la main et que vous ayez ces indicateurs pour arriver à apporter des explications. Ici, on est sur la répartition des ménages par catégorie socio-professionnelle du référent, ce qui va donner une indication évidemment sur… par déduction, on va dire, on va voir si on a plus de cadres, par exemple, sur notre territoire que la moyenne régionale, ou est-ce qu'on va retrouver plus de retraités, donc une population plus âgée, plus d'ouvriers, etc. Donc la représentation est un peu la même que la précédente, c'est-à-dire une représentation sous forme de camembert que vous avez ici. Alors pareil, là vous êtes sur la Bourgogne-Franche-Comté, mais vous allez pouvoir consulter ce type de graphique sur votre territoire. Et puis là, on est sur l'année 2017. Dès qu'on pourra intégrer l'année 2018, ces graphiques-là vont se mettre à jour aussi dans la fiche. Je vais poursuivre avec le nombre de ménages bénéficiaires des minima sociaux. Donc, c'était également un indicateur que vous nous aviez demandé lors du groupe de travail en 2020. Alors, il s'agit là de données de la caisse d'allocation familiale, donc des minima sociaux gérés par la CAF, donc le RSA et puis l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés. Donc là, en précision, je dirais qu'il y a donc une sécurisation dès qu'il y a moins de 5 ménages. Et puis, un point de vigilance, à savoir que cet indicateur, il est exprimé en nombre. On n'a pas pu vous l'exprimer en pourcentage de ménages. Tout simplement parce qu'il y a ce que la CAF appelle des points d'accumulation dans certaines communes, c'est-à-dire il peut y avoir des instituts spécialisés pour personnes handicapées ou un hôpital psychiatrique ou certains CCAS aussi qui vont en fait pour des personnes sans domicile fixe donner l'adresse du CCAS et donc du coup ça fait des communes où il y a un très grand nombre de bénéficiaires en fait des minima sociaux et du coup on ne peut pas les rapporter au nombre de ménages donnés par l'INSEE. Voilà, donc c'est une information qui n'est qu'en nombre, mais pas en pourcentage. Donc ça, c'est important de le savoir. Il ne faut pas essayer de faire de rapprochement avec le nombre de ménages INSEE, ça n'est pas possible. Donc une représentation du coup en nombre là que vous avez. Voilà, donc là, on a balayé les principaux déterminants, on va dire, sociaux, donc qui permettent de caractériser les ménages, en suivant un petit peu les attentes que vous aviez exprimées l'année dernière. Par rapport au logement, maintenant, donc c'est un chapitre où on a pas mal d'informations. Alors, je vais continuer sur un indicateur qui est celui extrait donc des travaux de l'Observatoire national de la précarité énergétique, donc des données qui sont millésimées 2018 et qui font donc, comme Patrice le disait tout à l'heure, un zoom sur les ménages dont le revenu disponible se situe dans la tranche des 30% des revenus les plus faibles, donc qui sont inférieurs au 3e décile, on va dire. Donc, on regarde les ménages les plus modestes. Et ensuite, on regarde ceux qui ont une dépense d'énergie dans le logement, donc pour tous les usages, chauffage, eau chaude, cuisson, usage spécifique de l'électricité. Donc, on regarde ceux qui ont une dépense, une facture d'énergie qui pèse plus de 8% dans ce revenu.
Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est les ménages qui vont présenter un taux d'effort énergétique, donc TEE, supérieur à 8% pour le logement. Donc ça, c'est une extraction des travaux, une extraction pour la Bourgogne-Franche-Comté qu'on a intégrée dans Opter, une extraction des travaux qui sont menés par l'ONPE, donc à partir d'une modélisation des consommations d'énergie. Donc c'est pas un relevé de toutes les factures, c'est une modélisation, mais c'est quand même recalibré sur les données de consommation réelles des distributeurs d'énergie, donc à la Maïris. Voilà, donc ces consommations, elles sont traduites ensuite en dépenses, en euros, puis rapportées aux revenus disponibles. Et donc, on compare à un seuil, donc le seuil de 8%, qui est par convention le double du taux d'effort médian de l'ensemble de la population française. Voilà, et puis donc là, on restreint. Donc, l'idée de prendre les 30% de revenus les plus faibles, c'est évidemment pour éviter de mettre donc dans cette cible des ménages qui dépenseraient peut-être 8% plus de 8% de leurs revenus pour l'énergie dans le logement, mais qui auraient des revenus très élevés. Et du coup, ce n'est pas du tout le même impact, effectivement, de dépenser plus de 8% si vous avez des gros revenus ou des revenus faibles. Donc, l'idée, c'est vraiment de cibler les ménages les plus modestes. Voilà, donc une représentation régionale en nombre. Voilà, et puis vous pouvez la retrouver pour votre territoire, bien entendu, à la commune. Et puis une représentation en pourcentage qui est intéressante puisque ce n'est pas du tout la même chose qui ressort et les mêmes territoires. On voit notamment que l'ouest de la Bourgogne-Franche-Comté est très concerné, ainsi que le nord de la Haute-Saône. Patrice, je te repasse la main. Oui, effectivement, alors qu'on voit quand même par rapport à la pauvreté, c'est la carte qu'on avait tout à l'heure. Et puis, donc, on vous a mis également des informations sur les étiquettes DPE des logements du parc social. On est sur l'ensemble du parc social, y compris les logements vacants. Le parc social est globalement, généralement, de meilleure qualité que le parc privé. Simplement, le parc privé, on a des données qu'au niveau départemental au mieux. Donc, ça ne permettait pas d'alimenter les fiches Opter. Sur ce parc, on a un niveau de renseignement qui est extrêmement variable. Il y a à peu près 3/4 des logements qui sont renseignés et ce n'est pas du tout homogène. Donc, on va peut-être le regarder sur la carte d'après. Il y a des informations sur l'OVAC qui sont plutôt pour après. Voilà, sur la carte qui se trouve ici, donc vous aviez avant un camembert, enfin un graphique par secteur, pardon. Et quand on regarde, on voit qu'on a des secteurs sur lesquels le gris, donc là, vous verrez sur la fiche, on a bien l'ensemble des informations. Quand vous regardez du côté de Belfort, on voit du rouge. Le rouge, c'est les étiquettes qui sont âgées. Et plus on va vers le vert foncé, plus on se retrouve avec des étiquettes égales à A. Et donc, le gris, c'est ce qui est du non renseigné. On voit certains territoires où on est à 2/3 de non renseignés. Et là, ça veut dire que c'est des données qui sont relativement peu exploitables sur ce territoire-là. Il y en a d'autres sur lesquels on est quasiment bon. Donc, on voit par exemple autour de Creusot-Monceau, de Saint-Claude ou d'Auxerre, un caractère inexploitable de la donnée. Donc, sur le parc d'après, on a la vacance au sens de l'INSEE. Donc, la vacance au sens de l'INSEE, ça reste la meilleure façon d'approcher la vacance en termes de niveau. Donc, le graphique d'après, le graphique par secteur d'après, donc vous montre effectivement l'importance de la vacance. La vacance est extrêmement importante dans la région si on se compare aux autres régions de France. Et on a d'autres sources après qui peuvent permettre d'approcher la vacance à un niveau beaucoup plus fin, au niveau du logement. Donc, on peut penser aux fichiers des logements vacants qui viennent d'être mis à disposition par le ministère en charge du logement, par la DGALN. Mais il faut bien se dire qu'à chaque fois, il y a les imperfections, on est issu de fichiers fiscaux, et il y a toute l'imperfection de la gestion effectivement des propriétaires, etc. Et donc, c'est plutôt fait pour faire du travail terrain.
Et là, pour le coup, ça intéresse vraiment plutôt les collectivités que pour regarder à un niveau statistique proprement dit. Alors, toujours pour la description du parc, donc vous avez également un indicateur qui permet de voir le nombre de résidences principales par statut d'occupation. Donc, propriétaire, locataire hors HLM, locataire HLM ou autres logés gratuits. Donc, toujours issu de l'INSEE sur des données 2017. Donc, ça peut être intéressant pour voir effectivement les propriétaires occupants, ils ont peut-être plus de marge de manœuvre d'intervenir sur leur logement, de voir les locataires HLM, Patrice vient d'en parler, le parc est peut-être d'une meilleure qualité, on va dire. Donc, un indicateur aussi intéressant avec une représentation classique en camembert qui vous est proposée. Les résidences principales par type et par surface. Donc, par type, appartement, maison ou autre, donc si c'est foyer ou habitation de fortune. Et puis, par surface, donc par tranche de surface qui permet de voir notamment les très grandes surfaces quand on dépasse plus de 120 mètres carrés. Donc, c'était donné INSEE 2018 avec une représentation en histogramme. Voilà, qui vous est proposé. Les résidences principales par année de construction et par combustible principal pour le chauffage, donc électricité, fuel, gaz citerne ou bouteille, gaz naturel, réseau de chaleur et autres combustibles, en sachant qu'autres combustibles, c'est principalement du bois. On est sur l'usage principal pour le chauffage. Donc, s'il y a un usage d'appoint d'une autre énergie, ça n'est pas pris en compte. Et puis, vous voyez que sur la représentation suivante, là, en histogramme, on s'arrête aux constructions 2014. Donc, ça ne représente pas les constructions depuis 2014. Donc, c'était la donnée mise à disposition par l'INSEE. Voilà, si vous voulez l'intégralité du parc, il y a un autre indicateur qui est dans la fiche résidentielle sur Opter qui vous permet de voir l'intégralité du parc de résidence principale sur votre territoire par combustible, notamment de chauffage. Résidence principale par nombre d'occupants. Voilà, donc c'est assez simple à comprendre là. Des données INSEE aussi, en sachant que en général, les résidences principales en Bourgogne-Franche-Comté sont plutôt sous-occupées que suroccupées, mais bon, tout dépend des territoires quand même. Hein, mais vu que la population, dans les territoires où la population est âgée, on a souvent des de sous-occupation. Voilà, une représentation en camembert également qui vous est proposée. Donc là, vous la voyez à l'échelle régionale, vous pourrez la voir pour votre territoire également. Benjamin, je vous propose de continuer. Oui, donc concernant les réseaux, donc là, c'est ce qu'on va voir hein, déjà avec le réseau de gaz naturel. Donc, c'est une donnée GRDF qui est récupérée directement, qui provient notamment de leur Open Data et qui vous est proposé ici sur l'année 2020. Donc, vous allez voir qu'il s'agit en fait, il s'agit pas de la représentation vraiment du réseau en lui-même, mais plutôt des communes desservies par un réseau de gaz naturel, ce qui vous permet dans l'analyse aussi de voir l'offre énergétique sur ce vecteur-là. Ensuite, on va retrouver également les communes qui sont desservies par un réseau de chaleur urbain. Alors, à savoir que la définition de réseau de chaleur ou de froid porte sur 3 composantes. Il faut déjà qu'il y ait une installation de production de chaleur ou de froid, ou de récupération de chaleur ou de froid, qui soit produit à l'extérieur du réseau. Il faut évidemment un réseau primaire de canalisation qui va transporter cette chaleur ou ce froid. Donc, que ça soit en empruntant le domaine public ou privé, et donc jusqu'au consommateur. Et puis, il faut enfin qu'il y ait derrière une vente de chaleur ou de froid à l'extérieur de ce réseau. Donc, ces données-là, elles sont produites par le SDES.
Quelques précisions à savoir, c'est que c'est issu, ces données-là, de l'enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid qui est réalisée par le syndicat national de chauffage urbain et de climatisation urbaine, le SNCU, pour le compte du SDES. Et il faut savoir aussi que depuis 2005, il y a une amélioration qui se fait en termes de représentation de cette donnée, puisque progressivement, les réseaux à plus faible puissance sont intégrés au fur et à mesure dans la donnée. Donc voilà la représentation, forcément avec moins de communes qui s'allument que pour le gaz, que vous pouvez retrouver sur Opter, ici à l'échelle régionale, mais on le verra tout à l'heure, recentré aussi au niveau territorial plus fin. Ensuite, sur les consommations d'énergie par kilowattheure et par mètre carré, vous avez aussi des informations. Alors, il faut savoir que ces données-là, elles sont issues des travaux qu'on réalise sur l'inventaire des consommations d'énergie. Donc, c'est vraiment cohérent totalement avec l'inventaire de consommation qu'on produit et qu'on diffuse sur Opter. Mais du coup, il s'agit d'un indicateur où on va croiser ces consommations dans le résidentiel par la surface des logements. Quelques précisions à savoir, il s'agit donc des consommations à climat réel. Alors, on a fait le choix de mettre des consommations à climat réel puisque quand on est en situation de précarité énergétique, ça peut l'être notamment parce qu'on va avoir à un moment donné une année où on va avoir un besoin de chauffage qui est plus important et forcément la vulnérabilité va augmenter. Donc, c'est intéressant de voir cette évolution des consommations avec la rigueur climatique. Il faut savoir, par contre, que vous avez aussi la même version d'indicateur avec le même type de représentation dans la fiche résidentielle, mais corrigée du climat. Ce qui fait qu'on enlève cette variation due à l'effet des hivers plus ou moins rigoureux. Et donc là, c'est intéressant, mais sur d'autres thématiques pour voir l'évolution plutôt de la performance des logements. Voilà le type de représentation. Vous allez voir, 2014, on est plus bas. Pourquoi? Parce que c'était une année douce. Et 2010 plus haut parce qu'on avait un besoin de chaleur plus important. Ensuite, la facture énergétique moyenne par logement. Sur Opter, vous retrouvez toutes les informations sur les euros pour les différentes consommations. Là, c'est la même chose, mais ramené du coup au logement. Ce qui permet aussi de voir cette variation-là, qu'on peut voir notamment sur la slide suivante, l'évolution de la facture énergétique moyenne. Donc là, on va retrouver cet impact notamment de la météo, mais il va y avoir aussi un effet forcément du prix des énergies. Donc justement, il me semble que ça doit être le… Ah non, ce n'est pas encore celui-là. Donc justement, l'indicateur de rigueur climatique dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose aussi qui figure dans la fiche précarité énergétique. Et c'est vrai que nous l'a souvent demandé, puisque c'est un indicateur quand même vraiment important pour comprendre et pouvoir bien interpréter les évolutions de consommation et donc indirectement aussi des évolutions de factures énergétiques. Alors, cet indice de rigueur climatique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez particulier, on va dire, le calcul. Il provient du SDES au niveau national. C'est vraiment cette méthode-là qui est appliquée. Il est basé sur les DJU. Donc, les DJU, c'est les degrés jours unifiés. Les degrés jours unifiés, alors il y a plusieurs méthodes qui existent, mais celle qu'on utilise, notamment dans le cadre de ces travaux-là, c'est un DJU qui est basé sur une valeur de référence de 17 degrés. On va regarder chaque jour de l'année la température moyenne de la journée en question. Si on est en dessous de 17 degrés, on va compter les degrés qui nous séparent de cette valeur référence de 17 degrés. Donc, si on est à 15 degrés, on retient 2 degrés, etc. sur tout l'ensemble des jours. Si on est au-dessus, par contre, on compte 0, ou si on est à 17. Ce qui fait qu'on va avoir un compte sur l'année, voilà, qui nous donne quelque chose comme autour des 2000 degrés jour. Et au fil du temps, on va avoir le recul pour faire une moyenne sur 30 ans qui nous permet d'avoir la normale, on va dire, sur ces degrés jours. Ensuite, il va y avoir un ratio qui va être fait pour voir si l'année qu'on est en train de regarder, elle s'éloigne de la normale climatique ou non. Et si elle s'éloigne, est-ce qu'elle est au-dessus ou en dessous?
C'est ce que vous allez voir sur le graphique suivant. Donc, vous voyez cette variabilité-là. 2014, je vous disais tout à l'heure, ça a été une année particulièrement douce au niveau de la période de chauffe, et 2010 élevée. Donc là, vous voyez clairement cette évolution-là, et vous constaterez que les consommations à climat réel, forcément, suivent cette même tendance-là. Voilà, donc j'en parlais tout à l'heure. Un autre déterminant sur la facture des ménages, ça va être l'évolution, évidemment, des prix des énergies dans le logement. Vous allez retrouver sur cette fiche précarité énergétique pour les années allant de 2008 jusqu'à 2018 l'évolution en bassant, c'est-à-dire que 2008, ça va être la base, et ensuite on va voir par rapport à 2008 comment évoluent les prix de ces différentes énergies qui sont affichées ici. Donc si on regarde un petit peu plus près, on voit directement quelle évolution on a. L'avantage, c'est que par rapport à cette référence-là 2008, si vous avez, alors si on prend l'exemple de l'électricité, où on est autour des 150, eh ben, ça veut dire qu'on a 50% de plus par rapport à 2008. Donc là, on voit clairement la variabilité des différentes énergies, et on voit l'électricité qui, par contre, monte, elle, de manière constante. Et on va avoir aussi la même chose pour l'évolution des prix de la chaleur réseau, qui figurera aussi dans la fiche. Alors, un autre déterminant pour expliquer que l'évolution des coûts énergétiques au niveau du logement reste relativement stable, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de logements qui sont rénovés. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à approcher. Alors, on a pris les données de l'ANA, propriétaires occupants modestes et très modestes, donc c'est plutôt des ménages qui sont dans notre cible en termes de revenus, et depuis maintenant 2-3 ans, on avait jusqu'à présent des exigences de rénovation globale, c'est-à-dire d'un coup, pour arriver à une certaine baisse de la consommation du DPE, enfin de la consommation énergétique du logement au mètre carré, et sont rentrés depuis la possibilité de le faire par étapes. Donc, on est resté uniquement sur les dossiers complets, ce que l'on appelle habiter mieux sérénité. Pourquoi? Parce que déjà, on ne peut pas rabouter quand un logement, 3 années de suite, enfin au bout de 2 ans, à une deuxième étape de rénovation, on ne sait pas que ce n'est pas 2 logements différents. Donc, c'est déjà un premier point. Le deuxième coup de boutoir par rapport à ces données, c'est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' est ouverte sans condition de revenus. Et finalement, ça prend une importance relativement importante. On a à peu près 3000 dossiers habités mieux chaque année depuis 2011 en moyenne. Et MaPrimeRénov' en 2021, on sera sans doute à 32 000 logements sur une année. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas d'exigence en termes de niveau de gain énergétique, etc. Ça peut être j'ai changé ma chaudière, ça peut être j'ai fait une rénovation globale. Et donc, il est extrêmement difficile d'utiliser ces données. Donc, on les mettra à disposition au niveau de l'Adréal. On n'a pas voulu les mettre au sein de cette fiche précarité énergétique. Donc, si on prend la diapositive suivante, on voit qu'on a des effets des investissements, notamment de la part des collectivités. Quand vous prenez la Franche-Comté, on a énormément de collectivités qui sont délégataires des aides à la pierre, qui sont très dynamiques pour pousser à la rénovation. Et vous voyez qu'il y a quand même une rénovation qui est très disparate sur le territoire. Alors, on arrive à la dernière partie qui va être moins fournie, malheureusement, parce qu'on a moins de données sur la mobilité. Alors, un indicateur
qui est le pendant de celui que je vous ai présenté sur le logement, qui est donc issu des travaux de l'Observatoire national de la précarité énergétique, donc millésimé pour 2018, avec donc les ménages. Alors, on garde toujours la même définition, on zoome sur les ménages les plus modestes, donc les 30% des revenus les plus faibles, et on va regarder ceux qui ont une dépense d'énergie pour les déplacements quotidiens en voiture qui pèse plus de 4,5% dans ce revenu. Donc là, on est uniquement sur la consommation de carburant. Il n'y a pas l'ensemble des coûts liés à la voiture. Et c'est comme tout à l'heure, le seuil de 4,5%, il a été défini au niveau national comme le double de la médiane au niveau de l'ensemble de la population française. Voilà, donc c'est vraiment issu de travaux menés au niveau national avec des bases de données qui sont issues de l'INSEE déjà pour les déplacements professionnels, et puis ensuite un calcul pour extrapoler ces informations-là à l'ensemble des déplacements quotidiens en voiture. Donc, que ce soit pour le travail, les études, les achats, la santé, les services administratifs, etc. Donc, il y a eu un gros travail de modélisation de faits suivant le type de localisation résidentielle qu'il pouvait y avoir, et on a regardé à chaque fois la part réalisée en voiture. Donc, on est bien sur ce type de déplacement. La consommation moyenne de carburant ensuite est utilisée. Il y a une consommation moyenne de carburant qui est appliquée, puis un prix moyen des carburants pour calculer donc une facture de carburant par ménage. Voilà pour les grandes lignes. Et puis après, on zoome sur donc les ménages les plus modestes, comme tout à l'heure, pour éviter de prendre en compte des ménages qui dépenseraient plus de 4,5% de leurs revenus pour le carburant, mais qui auraient des hauts revenus. Et donc, du coup, ça n'a pas du tout le même impact pour eux. Voilà, donc vous avez également une représentation en nombre et une représentation en pourcentage, en proportion de ménages qui sont précaires, dits précaires selon cette définition, par commune. Benjamin, je te passe la parole pour la part des navetteurs. Et alors ici, il s'agit d'un indicateur INSEE. Donc les navetteurs, la définition d'un navetteur, donc c'est un actif qui a un emploi et qui travaille dans une autre commune que celle de résidence. Donc, c'est des données qui sont issues de la base de détail flux mobilité de l'INSEE. À savoir qu'il y a quand même une précaution à avoir concernant les territoires qui ont moins de 2000 habitants. Et là, les données doivent être maniées avec prudence, précaution. Et voilà, bon, ça c'est dû vraiment à l'imprécision qui peut être liée au sondage qui est effectué par l'INSEE avec un échantillon qui est trop faible. Donc, au niveau de la représentation, ça va être sous forme de carte comme vous avez ici. Ça permet quand même vraiment de voir les endroits où on se déplace pour le plus pour aller travailler. Donc, sans surprise, on va retrouver des endroits qui se situent entre certains gros pôles urbains. Voilà, et puis aussi à proximité de certains axes routiers. Ensuite, alors le pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les prix des carburants d'origine fossile, vous allez avoir la représentation des prix donc de l'essence samplon 95, samplon 98, gasoil et puis GPL. Donc, c'est des données qui sont issues de la DGEC et du SDES de 2007 jusqu'à 2020. Donc, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question sur les périodes. Donc là, effectivement, la donnée était disponible jusqu'en 2020, donc on l'a mise. Le graphique que vous avez vu apparaître tout à l'heure, certaines données sont accessibles jusqu'en 2020 et d'autres jusqu'en 2018, du moins au moment où on a constitué la fiche. Ce qui fait que le graphique qui était représenté tout à l'heure, il se stoppe en 2018 puisqu'il n'a pas de données 2020 pour l'ensemble des prix. Voilà. Après, on mettra à jour au fur et à mesure et vous verrez évoluer aussi ces graphiques en fonction de la disponibilité des données sources. Et donc là, vous voyez la représentation de cette évolution des prix des carburants en fonction de leur nature. Ce qui va donner aussi une information assez importante sur le sujet.
Oui, désolé Pascal, j'ai fini. Souci. Et le dernier indicateur qu'on vous présente, ouf, vous êtes arrivé au bout, donc toujours issu des travaux de l'ONPE. Donc là, on regarde les ménages qui sont concernés par la précarité énergétique pour le logement et ou pour la mobilité. Voilà, donc toujours avec les mêmes définitions que précédemment, hein, les mêmes seuils que je vous ai déjà annoncés tout à l'heure. Et puis, donc, on peut voir aussi ceux qui sont concernés à la fois par le logement et la mobilité. Et au niveau bourguignon, on a à peu près 7% des ménages qui sont dans ce cas. Vous avez une représentation cartographique aussi qui vous est proposée sur la proportion des ménages donc, qui sont en précarité logement ou en précarité mobilité.